presentation, Professor Pascal Chapro. Please, Professor Pascal Chapro. Slide mà. Nó có tiếng. Deux mots d'anatomie pour vous rappeler que les veines considérées vont être la veine céphalique et la veine basilique dans leur segment antébrachial. Deux mots d'anatomie pour vous rappeler que les veines considérées vont être la veine céphalique et la veine basilique dans leur segment antébrachial ou brachial. Le réseau artériel sera représenté par les artères radiales et cubitales à l'avant-bras, l'artère brachiale au bras, en sachant que la taille de l'artère est le facteur principal de prédiction de la longévité de l'abord. Le débit observé dans l'artère radiale est le double de l'artère cubitale, ainsi le choix des fistules se projette d'abord pour les fistules au poignet, puis pour les fistules proximales, et dans un premier temps pour les fistules natives, comparativement aux fistules prothétiques. Ainsi, la fistule radiocéphalique au poignet et la fistule de premier abord, sa variante radiale, puis la fistule céphalique au coude et la fistule basilique qui va nécessiter le plus souvent une superficialisation. Sur le plan de la physiologie, l'augmentation du flux sanguin apporté par l'anastomose artério-veineuse va augmenter le calibre veineux, il va en résulter une augmentation du diamètre artériel et à la fin une artérialisation de la veine. Une fistule est décrite comme mature quand elle permet la réalisation de 3 séances d'hémodialyse successives. Morphologiquement, c'est obtenu après 4 à 6 semaines après la création, selon les abords, et on retient la règle des 3-6, une veine de plus de 6 mm de diamètre, située à moins de 6 mm de profondeur, avec un débit de plus de 600 ml par minute. Les 3 tableaux de dysfonction qu'il faut connaître, c'est le tableau initial de bas débit. Il est lié à une sténose soit sur le versant artériel, soit très proximale à l'anastomose. La manifestation clinique, ça va être une fistule plate, peu développée, immature, difficile à piquer, qu'on verra souvent pour des hématomes. Le deuxième tableau, c'est un tableau dit de haute pression. Il est lié, lui, à un obstacle central. On observera des gros bras, enfin des œdèmes du membre supérieur, des collatérales veineuses. Il est rapporté à des sténoses veineuses centrales. Troisième tableau
tableau qu'il ne faut pas méconnaître, c'est celui des hypoperfusions distales, des ischémies critiques, qui peuvent être liées soit à des obstacles post-anastomotiques, soit alors à des vols liés à des anastomoses trop importantes, et ils vont mettre en péril les doigts. La prise une sténose significative, soit sur ce qui associe des modifications Doppler et de transonique, mais des manifestations cliniques, on l'a vu, soit bas débit, soit haute pression. On peut proposer des gestes de revascularisation chez des patients qui ont déjà présenté un épisode de thrombose devant des modifications Doppler ou de transonique sans modification clinique. Les contre-indications à l'angioplastie, c'est essentiellement l'infection d'abord. On interviendra prudemment pour des fistules de création récente ou pour des patients présentant des troubles, des syndromes d'hyperdébit ou des suspicions de vol. Et on corrigera les troubles sévères de la coagulation avant les ponctions artérielles. Sur un plan technique, on se posera la question initialement de quel accès, artériel ou veineux, antégrade ou rétrograde, et ensuite on pourra discuter les outils, l'utilisation de ballons ou de stents. Les accès sont liés à la topographie de la sténose et on l'a vu donc au tableau clinique initial. En cas de bas débit, on supposera une sténose artérielle avant l'anastomose ou une sténose veineuse post-anastomotique immédiate. Il faudra qu'on étudie le versant artériel, l'anastomose, le versant veineux, et chez ces patients, on proposera une ponction artérielle première. Ces ponctions sont réalisées le plus souvent sous échographie. On se méfiera des origines hautes de l'artère radiale. À l'aide d'un kit de microponction, ça diminue le risque de thrombose. Ou alors à l'aide d'un introducteur de Cat French quand on doit avoir une analyse des troncs proximaux. Devant le tableau le plus fréquent est celui de la sténose veineuse post-anastomotique. On ne prendra pas le risque de dissection et on réalisera une ponction rétrograde de l'artère. On a une opacification diagnostique du volet artériel et on réalisera une ponction veineuse rétrograde pour aller traiter cette sténose avec des introducteurs plus gros. Alors que là, on va rester avec un microponction. Devant une sténose artérielle pré-anastomotique, à l'inverse, on piquera par voie antégrade pour pouvoir traiter dans le sens du flux à partir d'une voie artérielle. Voilà un exemple d'une opacification artérielle rétrograde qui permet de documenter cette sténose qui est traitée par voie veineuse secondaire. Un exemple d'une sténose artérielle distale sévère étendue qui a été traitée à partir d'une voie d'abord artérielle antégrade qui nous a permis d'utiliser un ballon de coronaire pour aller traiter la sténose anastomotique, la sténose artérielle. Devant les tableaux de haute pression, on suppose une sténose centrale. On peut réaliser des ponctions veineuses premières. Pas besoin d'aller explorer l'anastomose. Pour ces ponctions veineuses, on utilise un garrot ou une compression manuelle de la fistule. On maintiendra un trajet sous-cutané plutôt qu'une ponction directe de la fistule par voie antérieure. Pourquoi? Parce qu'au moment de la compression, on va pouvoir comprimer de façon latérale sans comprimer la fistule et ainsi on va réduire le risque de thrombose de l'abord durant la compression. Voilà un exemple d'une ponction veineuse sur une sténose basilique à la traversée de l'aponévrose par voie veineuse première.
Un tableau particulier, celui de l'hypoperfusion. C'est un patient qui présentait des douleurs de main durant les séances de dialyse. Allopacification artérielle, on démasque une raréfaction de la vascularisation de la main, mais qui est corrigée par la compression de la fistule où on voit réapparaître l'arcade palmaire. On a tout simplement un vol ici par la fistule. Un autre tableau de vol qui lui est plutôt historique, c'est une patiente qui présentait des douleurs d'angor coronaire durant les séances de dialyse. En fait, elle avait une occlusion de l'artère sous-clavière. La fistule était alimentée par un vol vertébral qui mettait en péril le pontage thoracique interne. Et voilà la reperméabilisation du pontage thoracique interne après correction de l'occlusion sous-clavière. Le cathétérisme dans ces sténoses est rarement difficile. Il peut être réalisé par des cathéters hydrophiles et par des guides de 0,35. Plus rarement, on a affaire à des trajets difficiles et on peut utiliser des cathéters angulés, des guides de 0,18, des doubles abords ou des compressions externes. La difficulté est d'objectiver le caractère significatif d'une sténose, notamment l'absence de Doppler contributif. C'est l'exemple d'une patiente qui se présentait avec des augmentations des temps de compression après les séances de dialyse, avec des compressions de 45 à 60 minutes après la dialyse. On a une sténose de la veine sous-clavière, on démasque mal l'anastomose protéto-veineuse et on a probablement une sténose ici. Le juge de paix nous est apporté par les mesures de pression. On voit ici une augmentation significative, mais qui reste quand même modérée sur la sténose sous-clavière. En revanche, on a des augmentations majeures dans le pontage et on a pu traiter les 3 sites pour avoir un résultat satisfaisant à la fin. Quel ballon utiliser, quelle taille et quel type de ballon, et y a-t-il une place pour le stenting? Le ballon, on utilise en règle une surdilatation de 120%, soit 1 à 2 mm de plus que le vaisseau utilisé. On a tendance à sous-dilater l'anastomose ou les sténoses qui protègent un hyperdébit, et on a tendance à surdilater les sténoses centrales, par exemple la veine sous-clavière, on obtient rarement des résultats en dessous de 12 mm. Les ballons conventionnels, haute pression, ballon coupant ou ballon actif, selon le type de sténose. Le ballon conventionnel, on le proposera en première intention devant les sténoses artérielles ou les sténoses de veine centrale. Des pressions de 12 à 18 atmosphères sont le plus souvent suffisantes. Les ballons haute pression sont, eux, utilisés dans les sténoses veineuses, anastomotique protétoveineuse ou transaponévrotique, où là on a des pressions de rupture qui dépassent dans la moitié des cas les 15 atmosphères et dans 10% des cas les 20 atmosphères. En revanche, ils sont déconseillés dans les sténoses anastomotiques ou les sténoses artérielles. La place des ballons coupants, pour certains auteurs, c'est l'alternatif aux ballons haute pression. Ils sont en revanche déconseillés dans les sténoses artérielles et il faudra bien veiller à ne pas dépasser les pressions de rupture au risque d'endommager le ballon et de laisser une des lames à l'intérieur du patient. Voilà l'exemple d'une sténose post-anastomotique traitée au ballon coupant de 5 mm avec un très beau résultat post-angioplastie. La place des ballons actifs est encore mal définie. Il y a une étude en France pour évaluer leur place dans les resténoses précoces. On en attend les résultats, mais pour l'instant, rien de probant jusqu'à ce. Les stents, leur utilisation doit être limitée afin de ne pas réduire les zones de ponction. Ils sont utilisés en cas d'échec ou de résultats insuffisants après l'angioplastie ou pour des resténoses très précoces. Et c'est là où on se pose encore la question du ballon actif. Les recommandations françaises sont de moins de 5% de stenting à l'avant-bras et de moins de 20% sur les sténoses au bras. Leur place est réservée notamment dans le cas de complications et notamment les ruptures.
Les résultats obtenus, on a 90% de succès techniques initiaux dans les fistules natives, 85% dans les pontages, avec des perméabilités à long terme qui sont faibles, les perméabilités primaires qui sont de 55% dans les fistules natives et 40% pour les pontages. C'est des patients qu'on va revoir très régulièrement en angioplastie. Se méfier des complications, la plus fréquente, c'est la rupture dans les zones fragiles, le cross de la veine céphalique, le segment axillaire de la veine basilique, les fistules récentes et les anastomoses. Voilà l'exemple d'une rupture qui survient sur une veine céphalique et qui a pu être traitée simplement avec une compression basse pression prolongée par le ballon d'angioplastie. On a des tableau plus brillant, on voit ici une extravasation majeure après la dilatation qui a nécessité une compression manuelle immédiate parce que ici on avait un très volumineux hématome et ça a été traité par la mise en place d'un stent couvert. Dernière complication, le pseudo-anévrisme qui peut être prévenu en utilisant des compressions prolongées après dialyse ou en réalisant des trajets sous-cutanés lors des dilatations. On peut les prendre en charge de façon curative avec des stents couverts. La complication en per-procédure, ça peut être aussi la thrombose. On voit ici, on avait affaire à une sténose anastomotique qui semblait relativement facile. On a traîné un petit peu à réaliser le geste et on a une occlusion d'abord qu'on a pu thromboaspirer et traiter dans un second temps, mais il faut être capable de prendre en charge rapidement ces complications. La place de la chirurgie dans le traitement des sténoses, essentiellement dans les sténoses immédiatement post-anastomotiques où parfois la réimplantation donne de meilleurs résultats que les dilatations itératives. Les dégénérescences veineuses qui peuvent être traitées par pontage ou la réfection des anévrismes qui peuvent être traitées par chirurgie. Les points clés à retenir dans le traitement des sténoses, c'est le respect des indications, de prendre le temps de bien déterminer sa voie d'abord, ça va conditionner la réussite du geste. Le cathétérisme est rarement problématique, en revanche, le choix du matériel doit reposer sur une analyse rigoureuse et on doit être préparé aux complications, essentiellement rupture et thrombose. Concernant maintenant les occlusions, il faut bien garder en tête que l'évolution vers la thrombose résulte du traitement insuffisant d'une sténose sous-jacente. Le traitement va donc reposer en deux étapes. Le premier, ça va être de restaurer le flux par une thromboaspiration. La deuxième étape primordiale va être de détecter et de traiter la lésion causale. Ce geste est plus facile dans les pontages parce que le thrombus est plus rarement extensif, parce que le pontage est plus résistant et parce que la lésion causale est souvent à l'anastomose. En revanche, sur les fistules natives, c'est une procédure qui peut être plus délicate. On les réalise, c'est une urgence relative, on la réalise dans les 3 jours. L'idée, c'est d'agir le plus vite possible, c'est plus simple, mais dans des conditions qui sont favorables. Pourquoi? Parce que devant des dilatations anévrismales ou des sténoses sévères, c'est un geste qui peut s'avérer difficile pour un opérateur seul. Les contre-indications absolues sont des troubles métaboliques, l'hyperkaliémie ou la surcharge. L'hyperkaliémie va être majorée pendant la thromboaspiration. Donc, c'est des patients qui peuvent bénéficier d'une séance d'hémodialyse sur un cathéter temporaire avant de vous être adressés pour la désobstruction. Les succès sont rarement obtenus dans les contextes post-opératoires récents ou chez les fistules qui n'ont jamais été utilisées. Pourquoi? Parce que la veine est fragile, n'est toujours pas artérialisée, plus fragile, et on a des ruptures qui sont bien plus fréquentes. On hésite à aller faire des désobstructions dans des contextes de point de nécrose parce qu'on a des risques de rupture qui sont majeurs.
La vitesse de réalisation est un élément crucial, donc l'installation est primordiale. On a pris pour habitude d'installer ces malades sur leur brancard perpendiculaire à la table d'artériographie pour pouvoir libérer l'arceau sur l'ensemble du bras, associé à une exploration échodoppléaire. L'idée de l'exploration initiale, c'est de documenter l'extension du thrombus, identifier la lésion causale pour arriver à traiter le plus rapidement possible. Ici encore, le choix de l'abord est primordial. On va piquer une zone perméable, une zone dans laquelle on a du flux, quand on a la chance d'en avoir une, soit de façon rétrograde, soit de façon antégrade. Ainsi, on va pouvoir thromboaspirer et ensuite traiter la lésion et on s'affranchit d'une deuxième ponction. Parfois, la lésion, l'occlusion est vraiment étendue et là, on fait des ponctions qu'on appelle croisées. L'une qui va nous permettre de thromboaspirer le segment distal, l'autre le segment proximal et de traiter la lésion causale. L'outil de première intention sont les cathéters de thromboaspiration. C'est des cathéters à large lumière interne qui sont relativement rigides, qui sont associés à des grosses seringues de thromboaspiration qu'on peut verrouiller et ça nous permet d'aspirer vraiment des gros volumes de caillots. Ils ont l'inconvénient d'être relativement agressifs pour la paroi veineuse. Si en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à comprimer la fistule ou à fragmenter le caillot avec le guide. Et il faudra vraiment faire attention aux zones d'anastomose pour éviter d'envoyer du caillot en distalité. Une aide qui peut être obtenue quand on a, comme ici, des caillots vraiment organisés au sein d'un anévrisme, on peut utiliser des cathéters lasso, des goosenecks, le simple boucle, où on passe à plusieurs reprises pour fragmenter le caillot. C'est ce qu'on a pu réaliser ici. Vous voyez, on a une autre astuce qui avait été proposée, celle-ci par Luc Turmel, je vous l'ai dit, ces cathéters de thromboaspiration peuvent être relativement agressifs sur la paroi et ils sont le deuxième guide. La deuxième complication qu'il faudra craindre, c'est l'ischémie au niveau de la main et c'est plus fréquent pour des thromboses qui se rapprochent de l'anastomose. Dernière étape, une fois qu'on a thromboaspiré, c'est vraiment de trouver la lésion causale et de la traiter. Voilà un exemple d'une opacification artérielle. On n'a pas le segment veineux, on a une occlusion complète dès l'anastomose. On a piqué, thromboaspiré le segment distal, le segment proximal et on voit qu'on démasque une sténose longue de la veine basilique transaponévrotique qui a pu être traitée par une dilatation avec un bon résultat. Un exemple d'un pontage extra-anatomique, une boucle, une loupe, un shunt de Thomas, une thromboaspiration des deux branches, la dilatation des deux sténoses anastomotiques et la restauration d'un shunt fonctionnel. Les résultats initiaux reportés par Luc Turmel sont assez optimistes avec des taux de recanalisation de 90% à l'avant-bras, 75% au bras, quasi 100% dans les pontages, avec des perméabilités à 6 mois qui sont relativement élevées. Dans la pratique courante, même avec des équipes entraînées, on a plutôt des taux de succès techniques qui sont de l'ordre de 60 à 80%. Qui a amené à développer des techniques alternes par fragmentation, par aspiration ou par hydrolyse. Les résultats sont mitigés. On voit 85% avec le Rotola, 95 à 100% avec l'angiogène et 92% avec le dispositif Penumbra. Le cas échéant, on obtient des désobstructions. La thrombose de l'abord ne signe pas la fin d'un abord. On peut parvenir à les désobstruer. Les mesures additionnelles, initialement, avant de débuter, on commence une antibioprophylaxie destinée à la flore cutanée. On fait du kéfandol. Une anticoagulation in situ au départ de l'intervention qui pourra être prolongée en fonction du résultat obtenu. Si on a utilisé des introducteurs de 8 à 10 French, on pourra faire des sutures autour de l'introducteur et on préconise la réalisation très précoce des dialyses.
pour pouvoir finir d'épurer le système. Les points clés, ne pas oublier que la thrombose signe une sténose causale. Il faut la trouver et la traiter. Héparine et antibiothérapie dès le début de la procédure, faire attention à l'anastomose et travailler le plus rapidement possible. Pour conclure, la prise en charge de ces fistules résulte d'une organisation multidisciplinaire. Depuis la dialyse jusqu'à la radiologie interventionnelle, les infirmières doivent être habituées à piquer sous échographie, les chirurgiens rompus aux techniques de microchirurgie et les radiologues aux différentes techniques endovasculaires. La première étape va être de reconnaître le tableau clinique pour assurer l'abord le plus adéquat et le traitement adapté. Dans un contexte d'occlusion, pensez à restaurer le flux, trouver la lésion causale et la traiter. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve pour la discussion afin de répondre à d'éventuelles questions et reste joignable par mail si vous le souhaitez.